Pour un tout nouveau numéro dont on parle, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Alors, qui dit nouveau numéro dont on parle dit nouveau sujet, nouvel état des lieux, mais surtout nouvelle réaction. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cette belle chanson de Indira titrée Je laisse tout à Dieu et on se retrouve juste après. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh, oh. Il n'a jamais dit que je coulerais, même si la route est longue avec lui j'arrive. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier, avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh. Dieu, oh, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh, adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber, tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever, crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh, yeah, yeah, yeah. Mon travail je confie à Dieu, oh. Ma famille je confie à Dieu, oh. Mes voyages je confie à Dieu, oh, à Dieu. Mes problèmes je confie à Dieu, oh. Ma santé je confie à Dieu, oh. Mes études je confie à Dieu, oh, oh, oh. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh.
De retour sur ce plateau après cette belle chanson de Indira, vous comprenez que nos soucis, nos problèmes, nos inquiétudes, nous devons tous les laisser à Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment booster ses compétences pour répondre au profil des employeurs. Je ne suis pas seule. Sur ce plateau, je suis accompagnée de notre invité du jour et de Leila Mimbaye. Bonjour, prof Fata. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même? Ça va, merci. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie. Bonjour professeur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Moi, ça va, merci Leila. Alors, quelle est la citation du jour? Alors, c'est une citation signée Frederick Douglass. Il fut orateur américain. Il fut également esclave à l'âge de 8 ans, mais il finit par s'enfuir à l'âge de 20 ans. Sa citation dit ceci: s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de progrès. Je prends cette citation et je la colle avec notre sujet du jour qui dit comment booster ses compétences pour répondre au profil des employeurs. Eh bien, s'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de progrès. Ça veut tout simplement dire, pour arriver à booster ses compétences, il faudrait viser quelque chose, viser à atteindre un but, un objectif. Et pour viser, pour atteindre cet objectif, il faudrait passer par des difficultés, c'est-à-dire traverser des échelons, gravir de montagnes pour arriver à atteindre ce qu'on se fixe comme objectif, justement pour se mettre à jour, pour optimiser son profil. Merci Leila. Professeur, quelque chose à rajouter sur notre citation? Bien sûr. Pourquoi il faut viser loin? Parce que simplement, nos connaissances, nos compétences, à un moment donné, deviennent obsolètes. Et c'est ainsi qu'il faut chaque fois faire la mise à jour pour éviter de devenir caduc et de disparaître sitôt. Merci, professeur. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cet état des lieux, histoire de vous donner un aperçu général de notre sujet. Prenons-le et retrouvons-nous juste après. Dans une société où toutes les organisations connaissent une évolution constante des procédures, des compétences et du savoir-être, les recruteurs et les demandeurs d'emploi doivent s'adapter à cette dynamique pour survivre dans un environnement concurrentiel. C'est dire que les compétences sont centrales dans la quête de l'emploi. Dans de nombreuses circonstances, développer ces compétences peut s'avérer utile, voire nécessaire. Pour évoluer dans un poste actuel, comme pour décrocher un nouveau poste, il est essentiel d'investir dans un savoir-faire au cours de votre vie professionnelle. Une montée en compétences peut s'inscrire dans chaque contexte professionnel où un plan d'action adapté va favoriser l'évolution. Améliorer ses compétences est indispensable pour multiplier ses opportunités et convaincre en entretien. Plus, une période de recherche d'emploi est un moment idéal pour faire le point sur les qualifications actuelles et déterminer lesquelles sont à développer pour créer des nouveaux atouts professionnels. Selon votre secteur, certains savoir-faire sont incontournables pour décrocher un poste. Le manque de compétences clés s'avère un vrai obstacle pour plusieurs personnes qui sont à la quête d'emploi, car certains métiers impliquent une mise à jour régulière des compétences. L'enrichissement des compétences personnelles est donc pertinent dans multiples situations pour évoluer en interne, décrocher un nouveau poste ou dans un projet de développement personnel est un véritable apport à vos savoir-faire et savoir-être et donc à votre valeur en situation professionnelle. Il existe plusieurs moyens pour développer ces compétences. Dans un cadre de formation, en autonomie ou sur le terrain, c'est une démarche accessible à tous, quelle que soit votre situation professionnelle. Comment booster ses compétences pour répondre au profil des employeurs? Cette émission va répondre à cette question. Soyez le bienvenu. De retour sur ce plateau après notre état de lieu sur le sujet comment booster ses compétences pour répondre au profil des employeurs. Alors, professeur, il est vrai que pour évoluer dans sa carrière professionnelle, il faut développer ses compétences. Mais qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Une compétence, c'est un ensemble d'habiletés qu'on a développées et qui sont nécessaires à l'exécution d'une tâche. Okay. La compétence est acquise parce qu'elle se développe in situ, c'est-à-dire en faisant un travail au lieu et place du travail. Et elle se différencie de l'aptitude. L'aptitude est naturelle. Vous aurez des gens qui n'ont pas encore étudié, des jeunes gens, mais qui parlent, ils sont très fluides. Ils ont de l'aptitude verbale. Il existe plusieurs types d'aptitudes. Mais lorsque on veut aller ou à vous occuper un poste, les postes exigent non pas simplement des aptitudes, mais également des compétences, c'est-à-dire des habiletés techniques, opérationnelles,
devant permettre à la personne de pouvoir réaliser des tâches. Exemple, pour le poste de secrétaire, le secrétaire est censé rédiger les lettres, est censé faire le classement des lettres, etc., apporter un appui administratif à son supérieur. Les compétences qui sont nécessaires pour qu'il soit en mesure de pouvoir faire sa prestation seraient la capacité de rédaction des lettres, la capacité, par exemple, à utiliser le Word, la capacité à dresser des tableaux avec Excel. Vous comprenez? Donc, en fait, ce sont des dispositifs qui sont nécessaires, voire obligatoires, pour que la personne soit à la hauteur de sa prestation. Ok, merci professeur. Est-ce que par là, on doit comprendre que, moi j'entends compétences, et est-ce que je dois forcément rallier compétences et qualités? Parce que les qualités aussi, on les apprend, non? Et puis on les développe au bout d'un moment. La qualité, c'est un concept générique, n'est pas un concept technique. On parle de la qualité dans tous les domaines. Tout comme, à un moment donné, une compétence peut être qualifiée d'une qualité parce que simplement, elle permet à la personne de se distinguer d'une personne à une autre ou de faire l'exception. Tout comme l'aptitude pourrait, à un moment donné, devenir qualité parce que ça permet à la personne de s'identifier à elle-même et de se distinguer des autres. Donc, qualité, c'est un concept générique, n'est pas technique. Ici, nous sommes dans un domaine purement technique. Il s'agit du domaine de l'emploi. Donc, dans le domaine de l'emploi, les concepts clés, c'est aptitude, connaissance, compétence. À un moment donné, vous entendez, on vous parle de savoir. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Le savoir est synonyme de connaissances. On distingue deux catégories de connaissances, les connaissances techniques et les connaissances théoriques. Quelqu'un qui a étudié, en principe, il dispose des connaissances théoriques. Il y a également des connaissances techniques, par exemple liées au métier, à l'exercice des métiers. Mais du côté savoir-faire, c'est ce qu'on appelle compétences. Et les savoir-être, c'est ce qui englobe les aptitudes et aussi la personnalité. Et donc, quand vous voulez parler de la qualité, souvent, dans le langage courant, on met l'accent plus sur la personnalité ou les traits des personnalités. Et donc, généralement, lorsque la plupart des gens, beaucoup ne sont pas des psychométriciens. Beaucoup de gens qui évoluent, qui font les recrutements et qui font les ressources humaines, n'ont pas fait la psychologie du travail, c'est tout à fait normal, n'ont pas fait l'ergonomie, etc. Et donc, ils confondent, n'est-ce pas, les concepts, compétences à d'autres types de savoirs. La compétence ne peut pas être définie sous 3 acceptions de savoir. Non, la compétence est liée simplement au savoir-faire. Elle ne peut pas prendre en charge la personnalité qui a été développée depuis 1900, par des psychologues depuis 1900, d'autres théories depuis 1800-900, qui est l'intelligence et des aptitudes. Ok, professeur, mais dites-nous, où et comment acquiert-on les compétences? On peut acquérir les compétences dans une formation pratique, dans les stages pratiques. On peut aussi l'acquérir ou le développer, par exemple, en exerçant un métier. C'est ainsi, vous verrez, par exemple, on dit souvent, lorsqu'on veut recruter les jeunes gens, un bon psychométricien ne peut pas tabler son test sur les tests sur les compétences, parce que les gens vont échouer. L'université ne confère pas les compétences. L'université confère les titres et un ensemble de connaissances avec présomption que ces gens, une fois, ils sont placés dans les contextes socio-professionnels, ils vont développer des compétences utiles qui sont nécessaires pour l'exercice de ces métiers. C'est ainsi que, et c'est pourquoi la loi, au niveau des codes du travail, prévoit une période probatoire. Période d'essai de 3 mois, en fonction, n'est-ce pas, de la nature du travail. Et à l'époque, c'était 3 mois pour les postes d'exécution et 6 mois pour les postes de conception. Aujourd'hui, on a ramené 1 mois pour les postes d'exécution, 3 mois pour une période permettant à la personne, justement, de pouvoir se familiariser avec les outils de travail en même temps de développer des compétences utiles. Ok. Leïla? Est-ce qu'une personne peut s'auto-évaluer par rapport à ses compétences? Et si oui, comment est-ce que la personne peut s'y prendre?
Oui, donc ta question m'amène à évaluer une compétence, une composante très intéressante et très importante, souvent négligée dans nos entreprises. On l'appelle le bilan des compétences. Ok. Le bilan des compétences, c'est en fait un processus qui permet et à l'employé et à l'employé à un moment donné de voir comment l'employé arrive à pouvoir se démarquer de lui-même et de son travail. Ce qui invite à faire ce qu'on appelle l'inventaire. Ok. L'inventaire de quoi? Vous allez faire l'inventaire de tout ce dont vous disposez comme compétences hier, aujourd'hui, pour voir s'il y a une amélioration nette. Et la compétence, souvent, peut être évaluée de manière inférée, c'est-à-dire au travers le résultat produit. Au travers les résultats produits. Et donc là, on peut analyser, faire ce qu'on appelle l'évaluation des performances, comment la personne arrive à performer, quels sont les résultats qu'il a produits et de quelle manière il se situe par rapport aux normes souhaitées. Et on peut également soumettre à la personne certains questionnaires du type de profondeur pour pouvoir voir s'il est à la hauteur, n'est-ce pas, de ce qu'on a besoin de lui et de ce qu'il est censé produire, etc. Donc, cela peut se faire, comme nous avons dit, on peut évaluer, une personne peut-elle évaluer ses compétences? Oui, au travers du bilan des compétences. Le bilan des compétences. Oui, mais comme vous savez, il est difficile de rester à la fenêtre et de se voir passer au travers. C'est difficile. Donc, on ne peut pas faire l'introspection en même temps s'estimer avoir atteindre le niveau d'objectivité optimale. C'est ainsi qu'il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation à 360 degrés. 360 degrés, premier degré, disons, premier cadran, c'est-à-dire que la personne évalue celle. Deuxième niveau, ses collègues de service peuvent l'évaluer. Troisième niveau, les chefs, les N+1, c'est-à-dire les chefs directs. Et quatrième cadran, c'est de 360, l'employeur, représenté par le DG, la DG, etc., son adjoint, peuvent, n'est-ce pas, attester ce qu'ils voient déployer auprès de la personne qui sont censés, n'est-ce pas, diriger. Mais professeur, est-ce que dans l'acquisition des compétences, est-ce qu'une personne peut s'y former toute seule? Oui. En pédagogie, on dit ceci: ce que l'enfant a trouvé est beaucoup mieux su. Okay. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle auto-apprentissage. C'est-à-dire la personne, quand il est soumis dans un processus d'apprentissage, il apprend par lui-même. La preuve en est que lorsque on nous enseigne, on ne nous apprend pas tout. C'est dans le milieu professionnel où nous apprenons certains ABC qu'on n'a pas appris forcément à l'université. C'est parce que simplement, nous sommes dotés naturellement de cette capacité d'auto-apprentissage. L'être humain a été créé de manière exceptionnelle par Dieu. Il a des capacités aussi exceptionnelles qui peuvent nous permettre de pouvoir s'adapter et apprendre des choses extraordinaires. Merci, professeur Léla. Oui, professeur, tout à l'heure, vous avez parlé de performance. Performance, c'est la façon dont chacun d'entre nous utilise ses compétences. Comment justement arriver à performer quand on a une compétence? Comment arriver à se performer? Oui, bon, la performance, c'est, comme nous avons dit, le produit, n'est-ce pas, de la compétence est souvent matérialisé par le résultat. Et les résultats sont simplement ce que vous dites, les objectifs. On vous fixe les objectifs. Par exemple, produire 10 journaux le mois. C'est ce qu'on attend de vous. Si vous en produisez plus, vous êtes plus performant. Vous avez performé au-delà de la norme attendue. Si vous avez produit justement, vous êtes performant, simplement. Et si vous avez produit en deçà, vous êtes moins performant.
Et donc, alors, mais il y a alors des facteurs qui poussent la personne à aller au-delà ou simplement à performer. Parmi ces facteurs, on parle souvent de la motivation, hein, des facteurs de motivation. Motivation, ça signifie par exemple la manière dont il est traité. Quand je parle de traitement, ne voyez pas seulement l'argent. Je sais que nous, les Congolais, nous aimons beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas simplement d'argent, mais la manière dont la personne, au-delà de l'argent, prime, salaire, etc., est aussi traitée. Lorsqu'il y a de bonnes relations interpersonnelles, quand l'information est fluide, tout le monde a la possibilité d'avoir l'information sur la manière dont l'entreprise est gérée, sur les problèmes qui arrivent à l'entreprise, sur des soucis, etc. L'équité, l'essence de justice, la manière dont les gens se sentent considérés, la communication. Quand la communication est très facile, ça pousse également aux personnes de devenir performants. Il faut aussi voir également le niveau de connaissances et le niveau aussi de compétences. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas performer si vous ne disposez pas assez de compétences ou si vous ne disposez pas assez de connaissances dans votre domaine. Donc, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la performance qu'il faut gérer à tout prix. Et c'est ainsi que la direction des ressources humaines ou les services des ressources humaines est nécessaire à l'entreprise. Bon, je ne sais pas, est-ce que dans les entreprises télévisuelles, téléphoniques, etc., ils disposent également d'un service RH qui fonctionne en plein régime? Ça, c'est une question que je me pose, n'est-ce pas, comme ça. Et puis aussi, c'est qu'il faut qu'on puisse doter de ces services des outils nécessaires pour qu'ils puissent accompagner, n'est-ce pas, les employés à être performants. Ok. Alors, professeur, dans la vie familiale, dans la vie sociétaire ou encore dans la vie professionnelle, quels sont les avantages d'avoir des compétences? D'abord, ça procure un certain sens de valorisation. Ok. Quand vous êtes compétent, vous avez un niveau d'estime de soi équilibré, n'est-ce pas? Oui. Vous avez l'assurance. Ça, c'est sur le plan individuel. Mais également sur le plan social, ça vous permet de vous positionner. Mais vous savez que le monde aujourd'hui, la société, c'est un monde de compétition. Nous sommes venus participer à une pièce de théâtre, s'il vous plaît. Dans cette pièce de théâtre, tout le monde a un rôle à jouer et doit avoir une place. Pour jouer les rôles, il faut avoir une place. C'est pourquoi les sociologues parlent des statuts et des rôles. Il faut avoir les statuts. Pour avoir la place, pour qu'on t'accorde la place, il faut qu'on sente que tu es en mesure et capable. J'aime l'expression capable de mes amis gomatraciens. Il dit, il est capable. Il faut que les gens trouvent en vous la capacité ou la capacité d'être en mesure de pouvoir performer, c'est-à-dire vous distinguer des autres et faire ce qu'on attend de vous. Mais vous voyez, donc quand vous n'êtes pas compétent, ça devient compliqué. Et aussi, le manque de compétences crée la frustration, crée la jalousie et toute autre forme. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous entendez, dans la plupart d'entreprises, il y a des histoires d'empoisonnement, il y a des jalousies, il y a des coups bas, tout ça, etc. En réalité, les producteurs de coups bas, des empoisonneurs, tous ces gens-là, sont des incompétents. Parce que l'entreprise fonctionne avec une arme fatale. L'arme fatale des employés, c'est la compétence. N'est-ce pas? Vous vous rappelez quand nous fûmes encore à l'école primaire? On se disait, qu'est-ce qu'on se disait à l'école secondaire? Je ne peux pas occuper la deuxième, troisième place. Moi, j'occuperai la première place. Oui. Donc, il y avait une sorte de mélation. Donc, les gens compétents s'alignent dans le processus de mélation et pas dans le processus, n'est-ce pas, des guerres inutiles qui tendent, n'est-ce pas, à faire disparaître les autres, etc. Et donc, vous remarquerez que les entreprises qui ont plus d'incompétents, ces entreprises ont beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce que les incompétents... D'abord, vous savez comment une entreprise arrive à accumuler un grand nombre d'incompétents? Vous le savez? Comment ils arrivent à le faire? Je vais convoquer la théorie d'Elbert, qui dit ceci. Les incompétents ont tendance à pouvoir se procréer
pour perpétuer leur pratique. Parce que ces incompétents, ils sentent que le compétent, leur lumière, les éblouit, le mettent mal à l'aise. Et c'est ainsi qu'ils doivent se défendre. Et pour se défendre, ils doivent se procréer. Comment ils vont se procréer? Par le processus de recrutement. Recrutement subjectif. Recrutement par les liens du sang. Les Mounoukoutouba, les ceci, cela. Recrutement par des amis. Parce qu'ils savent que si ils mettent au sein de l'entreprise des gens compétents, leurs lumières vont les dénuder. Hein? Vous comprenez l'expression? Oui. Leurs lumières vont le mettre à nu. Et ça va faire comprendre à tout le monde qu'ils sont incompétents. On va se débarrasser d'eux. Et c'est ainsi qu'il faut se débarrasser des gens compétents. Et c'est très compliqué, vous savez. Et quand l'entreprise atteint un niveau intolérable d'incompétents, cette entreprise finit toujours par disparaître. Finit par disparaître. Parce que, simplement, c'est que ces incompétents ne sont pas en mesure de pouvoir amener l'entreprise à performer, à atteindre un niveau de compétence très élevé. C'est ce qui pose le plus souvent des problèmes. Mais professeur, pour des personnes qui ont fait plusieurs années dans une entreprise, par exemple, je ne sais pas si ça existe, des personnes qui ont traîné dans une entreprise, mais qui sont incompétents. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour ces personnes-là? Premièrement, donc, il y a d'abord des mesures d'accompagnement. Okay. Le manager, les N+1, chef direct, ça va? A la mission de pouvoir gérer son personnel. Et lorsqu'il gère le personnel, il doit s'assurer si la personne est compétente ou incompétent, à quel degré. Okay. À cela s'ajoute le niveau de motivation. Lorsque vous faites le croisement entre la motivation, la personne veut le travail ou ne veut pas. La personne est compétente ou est incompétent, vous avez 4 types de personnes au sein de l'entreprise. Et le manager doit adapter son comportement en rapport, en fonction, n'est-ce pas, de la nature de chaque personne. Donc, vous avez des gens qui sont compétents, motivés. Il est compétent. Il veut faire le travail. Il est engagé. Une personne comme ça, le manager doit vraiment avoir le style de délégation. Parce qu'il ne faut pas l'étouffer. C'est un savant. Mais vous avez aussi des gens qui sont compétents, mais pas motivés. Okay. Des gens comme ça, il faut de temps en temps être derrière eux. Ça va? Mais leur laisser la liberté, n'est-ce pas, de choix. Ça va, d'expression. Mais vous avez aussi des gens incompétents, motivés. Il y en a, hein, même en classe, vous vous rappelez? Oui. Il y a des gens, tous les jours, il est là. Mais il n'a pas vraiment beaucoup d'atouts. Mais une personne comme ça, il doit être coaché. Donc, le manager doit adapter son comportement pour l'amener, n'est-ce pas, à atteindre le niveau de compétences. Donc, il doit faire les transferts des compétences. Et des personnes comme ça, en dehors des transferts des compétences, des coachings, son manager avec lui, mais il faut aussi le soumettre à des formations professionnelles, etc. Calibrées. Et vous avez des gens, non seulement il est incompétent, mais il est aussi négligent. Des gens comme ça, il faut être très direct. Okay. Il ne faut pas être démocratique. Il va vous produire des résultats qui vont vous mettre votre entreprise en difficulté. Alors, dans les gens comme ça, il faut être très directif. Il faut un style de management directif et à la rigueur. Si vous sentez vraiment qu'il n'est pas flexible, hein, vous pouvez, n'est-ce pas, décider de vous débarrasser de lui en tenant compte des dispositions légales telles que définies dans les codes du travail congolais. Merci, professeur. Leila, une dernière question avant de prendre la pause. Oui, vous avez évoqué le fait d'être coaché pour arriver à développer ses compétences. Y aurait-il d'autres pistes comme ça, des solutions à ces gens-là qui nous suivent, qui aimeraient développer leurs compétences? En dehors de ça, vous savez, la compétence, ça se prépare aussi. En dehors des formations que vous pouvez aller bénéficier, mais il faut aussi se documenter. Se documenter dans votre domaine. Okay. Et aussi, comme j'ai dit tout au début ici, que nous arrivons à un moment de l'obsolescence des connaissances et des compétences. Les compétences dont vous disposez aujourd'hui, après 5-10 ans, peuvent devenir obsolètes. Okay.
peut devenir obsolète. Suite à quoi? Suite 1, à l'évolution croissante de l'évolution technologique. Aujourd'hui, hier, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, on en a. Hier, on n'avait que la machine de dactylographie. Aujourd'hui, nous avons les ordinateurs. Donc, la personne qui n'a pas su s'adapter à l'évolution, il devient obsolète. Et il faut faire attention, quand vous devenez obsolète tout jeune, vous allez disparaître vite. Vous allez faire l'AVC parce que quand vous allez chercher l'emploi, l'emploi ne sera pas disponible. Après, vous allez commencer à aller dans les églises, chercher Dieu. Dieu ne donne pas l'emploi. Dieu donne la capacité, les aptitudes, etc. Ce sont vos capacités qui vont vous permettre d'avoir un emploi. N'est-ce pas? Et donc, ça deviendra compliqué. Mais aussi, il faut donc, en dehors, il faut se documenter. Il faut également, n'est-ce pas, suivre la tendance. Ok. Il faut suivre la tendance. Par exemple, aujourd'hui, des jeunes gens de votre âge, moi je suis middle, hein, bientôt je serai dans le middle, hein, bientôt, hein, je serai dans le middle. Des jeunes gens devraient, par exemple, obligatoirement se donner la peine, j'ai dit obligatoirement s'il vous plaît, d'apprendre l'anglais, de maîtriser les outils de base de l'ordinateur, des outils de base, Microsoft, obligatoirement. Si vous voulez être compétitif, il faut avoir ces atouts-là. Parce que nous sommes dans deux mondes. Nous sommes dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Et quand vous allez observer la plupart, n'est-ce pas, d'entreprises qui arrivent dans notre pays, ce sont des entreprises anglophones. En tout cas, un bon nombre d'entreprises sont anglophones. Donc, à un moment donné, les connaissances vont devenir, les compétences dont nous avons aujourd'hui, dont nous disposons aujourd'hui, vont devenir obsolètes. Et à un moment donné, si on ne sait pas s'adapter, on va disparaître. On va forcément disparaître. Merci, professeur. On va vous permettre de souffler un peu et prendre notre pause musicale. Nous allons prendre une belle chanson de Kérosène titrée « Motivation ». Prenons-la et retrouvons-nous juste après pour la suite. Grand morceau. Et ma double prod. Kérosène équilibre. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit, yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit, qui finit par remplir. Tu veux gagner sans transpirer. Tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas loterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba. Ainsi est faite la vie. Y a un temps pour souffrir, y a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, batailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, patienter, pour profiter. Il faut travailler. Max Radel, le génie a grandi. Coach Lévi Sonia. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit, qui finit par remplir. Bonita Yoro. Partir de loin pour monter. C'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité. Rien ne peut s'y prendre. Celui qui aime apprendre, faut pas t'embrouiller. Calme-toi, c'est pas concurrence. Si tes amis avancent, y a pas de honte à suivre leur aisance. Sèche-toi, lit, ce n'est jamais fini. Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon. Ne te sous-estime pas. Non, il faut travailler. Batailler. Comme Didier Drogba. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour. Patienter. Ça vient le temps à s'aimer pour récolter. Il faut travailler. Eric Bailly renonce pas. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour. Paul Pogba, c'est ton temps. Autre
Monsieur Vignon. La vie, c'est un combat. Il faut travailler. Yaya Meïté APE. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Laetitia Bako, le travailleur toujours fier. Président Evrasso Soupé, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Même si ça ne marche pas, faut toujours essayer. Richard Flash. Fondation Kérosène. De retour sur ce plateau, après cette très belle chanson des Kérosène titrée Motivation, nous parlons de comment booster ses compétences pour répondre au profil des employeurs. Vous remarquez un petit changement sur ce plateau. Il y a Azaf qui vient de monter et que je salue. Bonjour Azaf. Bonjour Ellie, ça Comment va? tu vas? Ouais, moi très bien, je vais très bien et toi? Ça va, merci. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur Azaf. Alors Azaf, tu as été sur terrain pour réaliser notre reportage. Comment ça a été? Ouais, ça s'est bien passé. On a été sur terrain pour récolter les avis de nos interviewés par rapport à ces sujets. Et c'est bien d'en parler puisqu'aujourd'hui, les compétences, avoir de l'emploi, c'est très crucial d'être, je dirais, à la hauteur de certains employeurs. Puisqu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement, voilà pourquoi c'est même l'enjeu de cette émission, pour savoir exactement comment on peut se mettre à jour pour exactement séduire les employeurs sur le marché d'emploi. Donc, c'était bien. Ok, donc on va écouter nos interviewés et on se retrouve juste. Les formations professionnelles occupent vraiment une place très importante dans la vie de tout être humain actuellement, si on peut le dire comme ça d'une façon générale, parce que ça nous rajoute d'abord de la valeur. Parce que je peux faire le journalisme et j'ai aussi fait une formation professionnelle ailleurs, ça peut être en anglais ou en informatique. Vous voyez que ça me donne encore beaucoup plus d'avantages lorsque j'irai dans un recrutement ou j'irai dans un casting. Donc, j'ai de l'avantage par rapport à d'autres candidats qui n'ont pas fait des formations professionnelles en anglais ou en informatique. Donc, c'est vraiment des formations à ne pas négliger. Non, non, c'est les compétences de l'université ne suffisent pas. L'homme ne doit jamais arrêter de se former. Il faut se former et se former. Il ne faut jamais se fatiguer de se former. L'homme doit être vraiment utile dans la société. C'est très important de suivre des formations professionnelles. Je ne pense pas. Parce que d'abord, il faut que la personne doit d'abord être bien éduquée, pas seulement universitaire. Nous avons vu beaucoup des universitaires de papier et non de la tête aussi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des profils, mais le profil ça ne concorde pas avec la personne. Voilà un peu. Moi, je pense que c'est un peu infernal cette question. C'est vraiment une bonne question. Parce que nous constatons généralement, on met des limites, surtout aux jeunes. On met des limites. Quelqu'un qui vient de terminer, exemple, l'université, on lui demande d'avoir 3 ans d'expérience, exemple, ou 7 ans d'expérience. Je pense que l'expérience, la personne peut acquérir là où il va travailler. C'est-à-dire on met un peu des limites. Oui, il y a aussi du côté fanatisme, un tel, le fils de la coloration politique, comme il est de telle tribu, soit comme ça. C'est ça, ça ne nous aide vraiment pas pour l'épanouissement de la question que vous avez posée là. Bon, je pense que pour les employeurs, l'employeur d'abord a besoin de la personne physique. C'est-à-dire, l'employeur, des fois, il confond être chef par rapport aux employés. C'est là que je voulais dire que les employés, des fois, croient que les agents ont besoin des employeurs. Or, c'est le contraire. L'employeur vraiment a le besoin des agents, des employés. C'est par là que pour moi, pour un peu accélérer dans ce monde-là, il faut qu'on devienne factotum, c'est-à-dire
il ne faut pas se focaliser dans un domaine spécifique. Moi, je suis dans le clinicien des hôpitaux aussi, mais je suis aussi dans des sociétés aussi telles que Duforest, exemple. Mais c'est-à-dire, on doit changer notre façon de voir. C'est-à-dire, nous, les jeunes, on ne doit pas être... si on est journaliste, on ne peut pas se focaliser seulement au journaliste. Il faut faire ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. C'est dans ce sens-là que nous pouvons aussi bouger l'employeur aussi des gens. Nous sommes de retour avec le même sujet, comment booster ses compétences pour répondre au profil des employeurs, et nous en parlons avec le professeur Pata. Alors professeur, en dehors de soi-même et des formations que peut organiser une entreprise, où est-ce qu'on peut trouver encore un coaching? Oui, donc il y a aujourd'hui des centres spécialisés. En Europe, il y en a plein. Ici, par exemple, en RDC à Kinshasa, il y a Rasiwa, Rasilima Liwaku. C'est une entreprise qui offre de tels services, des coachings calibrés, qui peut vous accompagner et vous montrer comment vous allez développer vous-même, par vous-même, n'est-ce pas, vos compétences. C'est très important. Basé ici à Kinshasa? Oui, oui, oui. Donc, c'est sur www.rasiwa.com. Oui, oui. Ratio avec W. Oui, oui. Donc là, il y a tout un service, n'est-ce pas, qui est consacré pour accompagner les personnes, les employés, toute personne à développer ses propres compétences, à découvrir d'abord ses compétences, à les développer. Mais aussi, comme nous avons dit tantôt, c'est-à-dire que vous savez, on ne peut pas développer une compétence si on n'a pas des aptitudes. Exemple, moi, je n'ai pas de muscles, mais je suis potentiel à en avoir parce que j'en ai. Donc, si aujourd'hui, je me donnais la peine de pouvoir faire la stérophilie, je deviendrai comme ça et vous allez avoir peur de moi, n'est-ce pas? Et donc, parce que simplement, je dispose de ces potentialités. Vous voyez? Et donc, pour bien développer une compétence, il faut avoir des aptitudes nécessaires et indispensables dans ces domaines-là. Et donc, il faut découvrir ces aptitudes. Et par exemple, les services, les coachings doivent vous amener à dénicher en vous les aptitudes dont vous disposez, des potentialités dont vous disposez, qui vont, n'est-ce pas, se transformer in fine en pratique ou en compétences pratiques. Merci, professeur Aloraza. Oui, moi j'aimerais entrer, cher professeur, dans les vifs de notre sujet. C'est même la question de notre thématique. On se demande comment booster ses compétences pour séduire ou pour répondre au profil des employeurs. Alors professeur, à cette question, qu'est-ce que vous répondez? Comment on peut booster les compétences pour répondre au profil des employeurs? Premièrement, il faut comprendre que demande l'emploi, que demandent les employeurs. C'est très important. Aujourd'hui, par exemple, la plupart d'entreprises demandent à ce que les gens puissent disposer la maîtrise, par exemple, des outils informatiques, connaissances en informatique, connaissances en anglais, etc. La capacité à résister au stress et à travailler dans une équipe, par exemple, multiculturelle, par exemple. Ça sont des compétences qui sont exigées, que la personne doit, n'est-ce pas, savoir que c'est exigé, qu'il puisse se mettre à jour. Mais aussi, la personne doit pouvoir, n'est-ce pas, se lancer dans certaines formations qui vont accélérer ou améliorer, n'est-ce pas, ce dont tu disposes comme compétences. Mais comme nous avons dit aussi, les compétences marchent de pair avec les autres types de savoirs, notamment les connaissances. Notamment les connaissances et également les aptitudes ou la personnalité. Donc, il est intéressant et nécessaire que des gens puissent, pour être à jour avec les compétences, de pouvoir également développer des aptitudes, des potentialités innées qui sont en eux, etc. Mais aussi aller, par exemple, bénéficier des formations du coaching de son chef hiérarchique direct ou d'autres personnes de l'entreprise qui disposent des compétences, des habiletés dans ces domaines. Mais en même temps, ils peuvent également se ressourcer, n'est-ce pas, dans des entreprises spécialisées, comme Rasiwa. Voilà, je peux continuer? Vas-y. Ok, cher professeur, il y a ces jeunes-là qui sont en pleine quête de l'emploi, mais qui sont butés par un problème. Vous avez parlé de l'aptitude. Il y a ces jeunes qui ont l'aptitude de travailler, mais dans ce que les employeurs demandent, parfois on demande 5 ans d'expérience. Croyez-vous pas que c'est là bute un peu ces jeunes-là qui ont l'aptitude de travailler, mais qui n'ont pas d'expérience? Oui. Le recrutement, ce n'est pas un domaine de l'émotion, ni des sentiments.
C'est un domaine de l'objectivité. Qui dit objectivité dit un processus séquentiel et scientifique. Ça signifie que lorsque il y a un besoin qui est ressenti au sein de l'entreprise, dit par exemple, je donne un cas concret, il y a eu promotion dans l'entreprise et le poste, par exemple, les postes de chef, je prends dans votre domaine, hein? Quel chef? Chef de rédaction. Chef de rédaction. Par exemple. Le poste de chef de rédaction est vacant. Et qu'on a vérifié à l'intérieur, il n'y a pas eu une personne qui venait directement sous sa direction. C'est un poste vacant, le poste va être publié, n'est-ce pas? Mais quand vous analysez ce poste, le poste demande un ensemble de compétences outillées que si vous prenez un jeune qui termine aujourd'hui, n'en a pas. Parce que là, non seulement il faut développer des capacités techniques en termes de rédaction, il y a aussi la capacité managériale en termes de planification, supervision, contrôle, évaluation. Une personne qui n'a pas encore fait ce travail-là, comment il va contrôler les autres personnes? C'est difficile, par exemple. Vous voyez, ce poste-là demande une certaine expérience. Qui dit expérience dit compétence. Parce que comme nous avons dit ici, les compétences se développent au fur et à mesure et in fine, en plein travail. En plein travail. Donc, ça signifie que si la personne n'a pas assez d'expérience, il risquerait, n'est-ce pas, d'avoir de sérieux problèmes et de ne pas disposer des compétences nécessaires dont on attend de lui par rapport aux exigences du poste. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ça devient une question nationale. Cette question, elle est nationale. Ça relève, n'est-ce pas, de ce qu'on dit de la politique nationale que nous n'avons pas en matière d'emploi. Notre pays, la RDC, ne dispose pas d'une politique nationale en matière d'emploi. Une telle politique insisterait sur l'employabilité des jeunes. Par exemple, faire en sorte qu'il y ait des promotions systématiques et que le plus ancien qui ont déjà atteint l'âge de la retraite puissent partir à la retraite. Automatiquement, leurs postes vont devenir vacants. Il y aura des promotions en interne. Et quand il y a des promotions de manière systématique en interne, le poste d'en bas vont rester vacants. Lesquels vont nécessiter un recrutement. Quel recrutement? De jeunes potentiels. L'État congolais, cette même politique nationale, devait par exemple fixer des modalités pour travailler en collaboration. Ça, c'est dans la logique des collaborations entreprises publiques-privées, 3P. Alors, partenariat public-privé devrait travailler en collaboration avec les entreprises, par exemple les privées, même publiques, pour leur demander de pouvoir ouvrir les portes aux jeunes d'aller faire des stages. Allez dans la plupart maintenant d'universités, vous allez vous rendre bien compte que les finalistes ont des difficultés pour trouver des endroits pour faire des stages professionnels. Parce que simplement, il y a des entreprises qui ont fermé leurs portes et que l'État n'a pas aussi intervenu en amont, par exemple, pour, n'est-ce pas, négocier avec ces entreprises et même dans les entreprises publiques pour que les jeunes puissent avoir la facilité de faire des stages. En même temps, on devrait également voir et imposer une certaine logique pour le poste, moi j'appelle ça des postes d'entrée, des postes mineurs, n'est-ce pas, des secrétaires, etc. On ne devait pas exiger des expériences professionnelles parce que simplement, ce sont des postes techniques, des postes pratiques où les jeunes gens qui ont certaines habilités, certaines aptitudes peuvent venir avec leur potentialité, développer, n'est-ce pas, des compétences nécessaires. J'aime bien ici l'expérience de la fonction publique. C'était en 2017-2018. J'ai piloté, moi, en tant qu'expert principal, chef de mission, le processus de recrutement de 1000 jeunes sur toute l'étendue, où nous avons, après discussion, nous sommes mis d'accord sur le manque d'expérience, c'est-à-dire de nous baser sur les potentialités. Et qui dit potentialité ou aptitude dit des tests psychotechniques. C'est-à-dire que quand on recrute des jeunes qui n'ont pas encore de compétences et qu'on doit se baser sur les aptitudes, là, il faut aller dans les tests psychotechniques. Ces tests sont très puissants que les tests de compétences. Et dans les tests de compétences ne sont pas
sont contre-indiqués pour recruter des jeunes qui ne disposent pas de compétences. Et moi, je dirais, dans ces tests-là, il n'y a pas de discrimination, puisqu'il y a ceux qui réclament, et on met en valeur certaines personnes, mais on écarte certaines d'autres personnes. Et les cercles sont tellement restreints que c'est très difficile pour avoir de l'emploi. Non, mais ça, ce n'est pas le problème des tests. Ce sont les gens qui ne respectent pas les principes des tests. Mais quand ils vont s'octroyer dans les pratiques occultes, comme le népotisme, clientélisme, les liens du sang, liens familial, connaissances, amis, pour recruter des gens comme ça, sans le faire passer, n'est-ce pas, dans les tests, ça, ce n'est pas la faute du test, ça, c'est la faute de l'être humain, de l'homme. Ça, c'est la faute de l'homme. Les tests, en réalité, les tests sont discriminatoires. Les mots, l'expression discriminatoire, je l'ai entendu pour la première fois quand on m'a enseigné la notion de test. Ah bon? Oui, oui. En dehors de l'apartheid. Moi, je l'ai appris. On dit, les tests doivent être sélectifs, doivent avoir un pouvoir discriminatoire. La discrimination du test veut quoi? Veut que la personne qui est compétente, qui a des aptitudes, doit réussir. Les aventuriers doivent échouer et lamentablement. Okay. De telle sorte que les tests deviennent, et on dit, les tests c'est puissant. Cette puissance repose sur le caractère de la discrimination, c'est-à-dire de faire échouer les gens qui sont des aventuriers et de faire émerger des gens qui sont bons et de les classer en ordre d'études. C'est bien, mais c'est pas vraiment le cas dans notre pays. Mais ça, ce n'est pas la faute du test, c'est la faute de l'homme. Ok. Ça, c'est la faute de l'homme. Et ces comportements devaient être sanctionnés. Mais quand vous entendez, par exemple, aujourd'hui, des cas de tricherie, mais il faut aller traduire ça en justice. L'État lui-même n'a jamais encouragé cela. Ce sont des individus qui s'octroient ce genre d'aventures. Mais si aujourd'hui vous êtes en justice, on va les arrêter. Il y a même ceux qui vont, pour avoir de l'emploi, ils doivent payer de l'argent, ils doivent donner quelque chose, ils doivent passer par un circuit. L'emploi, regardez, mais vous n'avez pas du travail. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Vous allez aller ramasser ça? Où? Dans la poubelle? Vous avez déjà vu de l'argent dans la poubelle? Ou dans la rue? Même dans la rue, ça devient difficile parce que la crise est tellement que les gens ne font pas tomber l'argent, comme dans les temps. Donc, si l'emploi ne peut pas s'octroyer par l'argent, si vous entendez, d'abord, si une personne vous appelle aujourd'hui pour vous dire que venez donner c'est un aventurier. C'est un aventurier. L'argent, l'emploi, vous ne pouvez pas avoir l'emploi en payant. Parce que si la personne veut vraiment aller à l'extrême, je parle de l'extrême. Si vraiment il veut aller à l'extrême et qu'il veut vraiment vous donner du travail. Mais il va vous faire d'abord engager et puis vous allez lui donner de l'argent après. N'est-ce pas? Si vraiment il doit aller, que je n'encourage pas. Mais quand on vous demande de l'argent en amont, c'est de l'aventure. Et ça, maintenant que les escrocs, moi je les appelle les vendeurs d'illusions, de charme. Les vendeurs de charme sont tombés dessus et ils commencent maintenant à se faire beaucoup d'argent. On vous appelle, là, venez, ceci, etc. Vous allez croire effectivement, par exemple, que l'UNESCO, l'UNICEF, est-ce que vous avez déjà entendu une structure comme l'UNICEF, l'UNESCO, peut vous demander de l'argent. Pour en faire quoi? Mais si quelqu'un vous appelle au nom d'eux pour vous dire que payer l'argent, c'est de l'escroquerie. Exactement. Et là aussi, il y a beaucoup d'escroquerie et malheureusement, les gens, n'est-ce pas, tombent dans le main de ces escrocs, mais aussi, si c'est réel, alors, rassemblez des différents moyens nécessaires, allez traduire en justice. Parce qu'il faut justement décourager ce genre de comportement. Si nous ne les décourageons pas, ce pays ne va pas se développer. Moi, je fais 13 ans dans le domaine du recrutement. Personne peut venir même sur ce plateau ou aller en justice dire que j'ai eu tel emploi parce que j'ai donné rien pendant 13 ans. Nous avons besoin de gens corrects dans ce pays, des gens qui vont travailler avec netteté et objectivité. Si vous trouvez des gens, moi je vous dis, si vous trouvez, parce qu'il faut décourager ce genre de comportement, même dans nos entreprises, quand vous tombez sur des choses comme ça, rassemblez les moyens nécessaires. Vous pouvez aujourd'hui maintenant utiliser les moyens. Si la justice ne sait pas résoudre le problème, vous utilisez les canons pour discréditer, n'est-ce pas, ces genres de personnes. Ok, c'est bon, Azaf. Tu en as une autre? Si, il y a des questions. En fait, professeur, vous avez parlé, vous avez fait plus de 13 ans en tant que recruteur. Alors, j'aimerais poser la question de savoir quelle était ou quelle est la chose qui empêche beaucoup les gens pour avoir l'emploi.
selon vous? Parce que d'après votre expérience, vous avez vu certainement, il y a des choses qui empêchent, c'est récurrent. Et c'est quoi cet obstacle-là qui empêche souvent les gens d'avoir l'emploi? D'abord, premièrement, il faut noter que nous avons une formation qui est trop généraliste. Surtout, et toutes les institutions d'enseignement avec PADEM se sont vertuées à devenir des universités. Mais le pays n'a pas besoin que des concepteurs, parce que les universités forment les concepteurs, des scientifiques concepteurs, des théoriciens de marque. Les IST, des instituts supérieurs, forment des praticiens. Par exemple, quand quelqu'un vient, il sort des listas. Techniquement, il est opérationnel. Quand quelqu'un sortait des listis, sur le plan journalistique, techniquement et opérationnel. En revanche, dans les universités, on devait enseigner comment on réfléchit, quelles sont les approches, quelles sont les limites des techniques, par exemple, des reportages, etc. Quelles sont les théories, etc. Maintenant, toutes les universités sont devenues, toutes les institutions d'enseignement sont devenues les universités, c'est-à-dire on met l'accent beaucoup plus sur des théories, sur la conceptualisation. Ça signifie que nous avons maintenant une grande masse de gens qui font trop de bruit, donc des théoriciens, et malheureusement, ils ne maîtrisent pas les outils pratiques. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un de deux. Tout le monde croit que, dans notre pays en tout cas, pour réussir, il faut aller à l'université, même si on n'a pas de capacité. Mais on peut aller faire la mécanique. Tu deviens un très bon mécanicien. Mais un mécanicien de la présidence, il me dépasse, non? En termes de sous. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le moindre métier? La personne, le cleaner, par exemple, d'une grande entreprise, il dépasse, par exemple, des personnes occupant certains postes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de saut métier. Il y a que des sauts de gens. Mais maintenant, le problème ici, c'est que il faut, à un moment donné, on dit il faut endiguer. Endiguer signifie quoi? Ça, c'est en pédagogie. Endiguer signifie, vous voyez, quand il y a augmentation de l'eau, il pleut et l'eau vient en grande vitesse, en grand nombre, commence à envahir votre espace. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut endiguer. Endiguer signifie se mettre des barrières de telle sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer votre espace. N'est-ce pas? Ça dit qu'à un moment donné, on doit commencer à devenir très rigoureux à l'inscription au niveau de l'enseignement supérieur. Okay. Il ne faut pas vraiment que tout le monde aille à l'enseignement supérieur. C'est ainsi, moi, je suis content maintenant de la nouvelle pratique instaurée au niveau de l'école secondaire, et j'encourage que ça soit très opérationnel. Il faut qu'il y ait maintenant des services, des conseils, disons, d'orientation, l'orientation des écoles secondaires. Il faut que ça devienne très actif. Pourquoi? Parce que simplement, ces services-là vont détecter les habiletés des jeunes gens, les orienter utilement, n'est-ce pas? Et les assister dans le choix, n'est-ce pas, de métiers. Et c'est très important. Mais aussi, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'à un moment donné, ça c'est de manière singulière, on ne fait pas attention sur les exigences publiées dans les offres d'emploi. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir un CV monotone. Le CV doit s'accommoder chaque fois quand vous voulez soumissionner en fonction de la nature du poste. Parce qu'en fait, en réalité, le tout premier travail de recrutement, c'est essentiellement automatique, mécanique. C'est-à-dire, si on dit, nous avons besoin de licenciés en SIC, nous avons besoin de cette personne licenciée en SIC qui doit avoir expérience dans la campagne de sensibilisation. Mais si moi, je dois lire les CV, je vais voir si vous êtes licencié en SIC ou pas. Si vous n'êtes pas en SIC, je jette, non? C'est automatique, c'est mécanique. Mais si moi je mens, vous allez me choisir. N'est-ce pas? Okay. Et donc, c'est ainsi que le jeune gens qui veulent soumissionner, quand il y a une opportunité, ils doivent bien lire qu'est-ce qu'on demande et comment ajuster et mettre en valeur certaines informations dont vous avez dans votre CV. Il faut les mettre en valeur. Exemple, aujourd'hui, si moi, je dois soumissionner à une offre
par exemple, d'ingénierie pédagogique ou de conception, je mettrai en valeur mes expériences en enseignement supérieur et mes expériences aussi en matière de formation professionnelle. Mais si je dois soumissionner comme expert en recrutement, je mettrai en valeur aussi mes expériences en recrutement. L'enseignement supérieur va être relégué au second plan. Vous voyez, ça dit qu'il faut à un moment donné moduler, adapter, ajuster, n'est-ce pas, son CV en fonction. Et donc, cela suppose que la personne doit être informée, il doit chercher l'information. Mais aussi, les gens ne cherchent pas l'information. Les emplois aujourd'hui sont sur les sites. Alors, il y a des gens, moi j'ai déjà vu beaucoup d'aînés qui disent « Ah, il n'y a pas d'emploi ». Alors, je lui pose la question « Où est-ce que vous avez déjà cherché ?»« Oh non, je ne peux pas chercher parce qu'il n'y en a pas. » Alors, quand tu lui poses la question « Depuis que tu as fini d'université, combien de fois avez-vous déjà rédigé une lettre de demande d'emploi et déposé quelque part. Ils vous disent, il y a des gens qui vous disent qu'ils n'ont jamais fait ça. Parce qu'eux, ils croient que les emplois, il faut que la tante, l'oncle puisse faire quelque chose. Et ils attendent. Non, moi, par exemple, mon deuxième emploi de la vie, premier emploi, je considère ça comme l'enseignement supérieur. Mon deuxième emploi où j'ai fait 13 ans, j'ai trouvé ça sur Internet. J'ai été sur Internet, j'ai cherché, je vis, j'ai soumissionné, j'ai passé des tests, des interviews calibrées et j'ai été retenu. Et moi, je vois par exemple beaucoup de gens qui ont été engagés, n'est-ce pas? Par exemple, ils ont été engagés parce que simplement, ils avaient soumissionné quand on cherchait. Parce que quand vous soumissionnez dans les systèmes, dans un système des entreprises, c'est-à-dire les jours où on a besoin d'un comptable ou d'un journaliste, il suffisait simplement de taper dans les systèmes journalistes. Les robots vont aller chercher, il fait la rotation optimale pour aller dénicher dans sa base de données tous les CV où on a mentionné quelque part. Ça vous donne la chance, effectivement, ne fût-ce que d'être classé en ordre d'études et passer les tests et les interviews. Merci, professeur. Et c'est par vos mots que nous terminons cette émission. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous. Merci à toi aussi, Azad. Merci aussi, Aurélie. C'était un plaisir. Merci à toi, Leïla. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cette tranche. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.